aussi bien la réalité économique que la réalité, ou bien la nouvelle définition du droit de l'homme, démontrent cette perception. On n'est pas en train de rêver. Les faits sont là aujourd'hui et l'État ne peut plus reculer en arrière pour sous-estimer ou ignorer ce nouveau phénomène qui est le phénomène sportif. Le droit au sport est une nécessité, c'est une réalité, c'est une confirmation des spécialistes. D'où l'intérêt aujourd'hui d'aborder, et à la lumière de l'actualité nationale, on sait très bien qu'on est dans une phase d'élaboration de la nouvelle constitution tunisienne, et au-delà de toute coloration idéologique, politique, il est très opportun aujourd'hui de s'interroger est-ce que la constitution tunisienne est à accueillir, à adopter le sport en tant que droit, au même titre que les droits politiques ou les droits qu'on avait appelés avant les droits civils. Dans cette intervention, je viens juste d'annoncer la problématique, je vais axer mon intervention sur deux axes, deux parties. La première s'intitulerait « Le sport est une réalité socio-économique ». En 2 points, le sport est un vecteur de développement social et économique. La deuxième partie, sur laquelle je vais me concentrer sur la partie constitution, le sport est un droit qui doit être garanti par la Constitution, et l'interrogation, est-ce que c'est une fiction ou une nécessité? Alors pour la première partie de mon intervention, je commencerai par un état des lieux. Le sport est une réalité, un état des lieux. Premier constat, et je n'aurai pas peut-être à approfondir davantage, faible implication de l'État, et ce sont les chiffres qui l'attestent. Les documents qui vous ont été distribués, auxquels j'ai eu le plaisir de contribuer, vous avez des statistiques qui démontrent que l'État n'est pas très engagé financièrement, d'abord, au niveau du document qui vous a été distribué, 9 dinars. Je ne fais que rappeler en fait, mais vous avez tous les détails nécessaires. Donc, un État qui n'a pas trop contribué à la promotion du sport. Également, la faible implication de l'État s'est ressentie également au niveau des textes réglementaires. Juste, je reviens un peu sur le concept de l'État. Le concept de l'État a souvent évolué dans l'histoire des idées politiques. On est passé de ce qu'on appelle l'État de providence, c'est l'État mère, c'est l'État qui distribue les richesses, à ce qu'on appelle l'État gendarme. Aujourd'hui, la mondialisation a valorisé, elle a mis en évidence le nouveau concept de l'État qui est l'État gendarme. Tout n'incombe pas à l'État. Ce n'est pas l'État qui doit tout faire réellement. L'État peut être parfois un incitateur. Peut-être à travers l'outil légal, peut inciter à l'encouragement de la création. Également, le tissu économique est très concerné. J'ai essayé de consulter un peu les textes réglementaires qui incitent à la création d'entreprises sportives. Choquant, c'est très très choquant. Nous avons en Tunisie depuis 1993 un code qui s'intitule Majal al-Qanounia, Majal al-Tajir al-Istithmar, code d'incitation à l'investissement. On ne parle uniquement que du développement de la jeunesse. Un décret précise que par jeunesse, on entend la création d'entreprises qui sont liées à l'activité de culture physique ou des entreprises qui sont liées à l'aménagement d'espaces sportifs. Au-delà, à l'exception de ces deux cas, le législateur tunisien n'a pas donné des avantages incitatifs à l'entrepreneur, à l'homme d'affaires en quelque sorte, pour l'inciter à investir dans le domaine sportif. Et ça, bien évidemment, c'est une des faiblesses. Aujourd'hui, on est dans le cadre de l'association, on appelle à ce que l'investisseur dans le domaine sportif, l'homme d'affaires, l'entreprise, créatrice de richesses, créatrice également d'emplois, est appelé également à bénéficier de certains avantages incitatifs de la part de l'État. Et l'incitation de l'État, c'est souvent une incitation fiscale, une forme d'exonération d'impôts sur les revenus réalisés, à titre d'exemple, pourrait être une des solutions. Également, l'état des lieux nous a permis de constater, dans le cadre de la problématique sport et employabilité, le secteur du sport, le chiffre également a été mentionné, 6 000 diplômés du secteur sportif, 4 000 nouveaux diplômés, mais 1000 recrutements, ce qui veut dire qu'on est en train d'investir, l'État est en train d'investir pour former des chômeurs. Imaginez un peu le coût de la charge
que l'État, qui incombe à l'État pour, en quelque sorte, former des chômeurs. Parce qu'il y a une inadaptation, en quelque sorte, une certaine incohérence entre la formation et les besoins du marché, ou ce qu'on appelle le besoin également des entreprises en termes de recrutement. Également, sport et entrepreneuriat. Je pense que seul, ici même, dans la faculté de médecine, on a développé un module de formation qui s'intitule également l'entrepreneuriat. C'est pour habiliter notamment les médecins, les écoles d'ingénieurs, au-delà des écoles de gestion, à les inciter à devenir non seulement, ou ne plus peut-être penser à devenir salariés, mais essayer d'entreprendre et créer une entreprise. Le sport, je ne pense pas que l'État a beaucoup investi dans cette problématique qui est le sport dans le cadre de l'entrepreneuriat. Inciter un peu les apprenants, les universitaires, les étudiants à acquérir d'autres valeurs qui n'est pas la valeur forcément de l'emploi. Je fais une formation dans une école sportive, non pas pour devenir sportif, mais pour attaquer un autre marché qui est le marché de la création d'entreprises. C'est toute une culture, c'est tout un art, mais c'est aussi toute une science. Je dirais que pour ce constat qui semble un peu négatif, c'est dans l'air du temps, vous allez me dire, tout le monde devient révolutionnaire, tout le monde critique tout, mais je pense que mes constats ont été appuyés par des chiffres. Le fait est là, ne soyons pas très négatifs, parce que la promotion du sport n'est pas uniquement, j'insiste sur cette idée, n'est pas uniquement l'affaire de l'État, c'est l'affaire de la société en quelque sorte. Et c'est là où je distingue entre deux types, si vous voulez, de promotion institutionnelle, où il y a l'État, l'entreprise économique, les associations, mais également les spécialistes, les juristes, les économistes, les financiers, les entrepreneurs, les marketeurs. Tout le monde est appelé aujourd'hui, ne serait-ce que dans le domaine de la recherche, à être appelé à travailler sur ce domaine-là. C'est-à-dire, moi je vois, à titre d'exemple, une des propositions, c'est d'impliquer, par exemple, les médecins dans la recherche scientifique dans le domaine du sport. Certes, c'est une approche traditionnelle, mais je dirais impliquer les marketeurs, les spécialistes du marketing. Un sportif est une image, c'est une fortune, c'est beaucoup d'argent. Parlons terre à terre, on va dire que la plupart des sportifs, parfois de haut niveau, leur fameux projet, je risque d'être un peu méchant, mais le fait est là. Le plus grand projet qui est fait, c'est souvent un café, un savon de thé, et là je fais l'affaire un peu du siècle, quelle valeur, quelle plus-value. Soyons un peu réalistes. Alors que tout ce potentiel, toute cette expertise, tout ce savoir-faire inconscient chez le sportif qui soit dans un sport individuel ou collectif, c'est un potentiel très impressionnant et ce potentiel, je pense qu'il y a beaucoup de matière à explorer. Alors concernant ce projet sur lequel j'ai été appelé à intervenir, mais également à adhérer à l'association, dont je suis également le vice-président. Donc, le projet